Voilà, bonjour et heureux de vous retrouver ce samedi 25 mars 2023. Nous sommes à la fin de ce grand congrès de la médecine générale, le CMG 2023, et nous allons évoquer avec mes deux invités, Serge Gilberg et Henri Partouche, nous allons évoquer deux sujets d'actualité. Alors le vôtre, c'était sur les virus et les vaccins. Les vaccins. Alors allez-y. On a abordé deux vaccinations nouvelles introduites au calendrier vaccinal, qui sont la vaccination anti-méningocoque B et la vaccination contre les rotavirus. Oui. Donc ce sont deux vaccins qui étaient sur le marché depuis de nombreuses années, mais qui n'étaient pas recommandés. Donc dans la présentation, j'ai présenté les arguments qui ont fait que ces vaccins sont désormais recommandés, mais aussi montrer la nuance pour expliquer pourquoi finalement ils ne sont pas obligatoires. Il y a aujourd'hui les méningocoques B sont en incidence les méningocoques qu'on retrouve le plus en France, mais qui entraînent environ potentiellement 3 décès par an et éventuellement chez les nourrissons. Et la tranche d'âge la plus touchée par le méningocoque B, ce sont les nourrissons. Donc c'est un vaccin qui a une bonne efficacité là où il est pratiqué et un schéma vaccinal plus simplifié, mais c'est un vaccin qui n'a pas d'impact sur l'immunité de groupe, parce qu'il n'a pas d'impact sur le portage, et donc ça limite bien entendu l'impact de prévention collective. Pour autant, ça peut éviter bien entendu d'avoir une infection invasive à méningocoque B qui pourrait entraîner la mort. Donc l'idée c'était de dire ce vaccin est sur le marché, il est recommandé, il est désormais remboursé, vous connaissez les avantages, l'inconvénient c'est des fièvres, d'éventuels syndromes de Kawasaki chez les tout petits, et pour autant le bénéfice semble en faveur de la vaccination. Et ça ouvre le débat avec vos confrères, les conseils? Alors, ça a peu ouvert le débat parce que certains voulaient comprendre pourquoi ce vaccin qui avait été longtemps sur le marché n'était pas recommandé. On a montré qu'effectivement, il faut vacciner finalement tous les nourrissons, c'est-à-dire une cohorte de 800 000 par an, pour éviter environ 3 décès. Donc chacun, en son âme et conscience, peut décider. Mais il serait légitime de la part d'un parent de dire « vous ne m'avez pas proposé ce vaccin, mon enfant a éventuellement eu cette infection, voire peut en mourir, et donc c'est la responsabilité du médecin d'informer de la possibilité de cette vaccination. » Il y aurait des profils d'enfants, de familles? Alors, sur cette vaccination, il n'y a pas spécialement de profil. Et par contre, avant ce vaccin, avant qu'il soit recommandé, n'était pas remboursé. Donc les familles précaires ou en plus grande difficulté financière ne pouvaient pas en bénéficier si les parents avaient voulu faire vacciner. Donc la nouveauté par cette recommandation, c'est qu'ils soient vaccinés et que tout le monde puisse en bénéficier. Et alors le deuxième? Le vaccin contre le rotavirus, en 2013, il est recommandé. Puis en 2015, il y a un retrait de la recommandation parce qu'il y avait eu 2 décès et on avait estimé que le risque était plus important que le bénéfice. Et puis, il est à nouveau recommandé parce qu'en fait, le vrai problème du rotavirus, c'est que ça entraîne un nombre de consultations important, en particulier en période hivernale, et aussi un grand nombre d'hospitalisations. Et on l'a bien vu cet hiver, ça a engorgé les hôpitaux au moment où il y a beaucoup de bronchiolite, et ça entraîne ce qu'on appelle des infections nosocomiales, parce que les enfants hospitalisés pour la bronchiolite attrapent le rotavirus. Donc l'objectif principal de cette vaccination, c'est de diminuer les hospitalisations. En termes de bénéfices individuels, bien entendu, ça évite d'être hospitalisé, d'avoir une gastro-entérite, mais on sait qu'une gastro-entérite bien soignée, bien surveillée, globalement, on n'en meurt pas. Il y a potentiellement 3 morts par an qui pourraient être largement évitées si on utilisait bien les solutions de réhydratation avec une bonne surveillance des enfants. Et par contre, en contrepartie, cette vaccination contre le rotavirus entraîne un risque majoré d'invagination intestinale dans les 7 jours qui suivent la vaccination. Il y a un risque qui est multiplié
de 5 à 10 fois par rapport au risque, entre guillemets, naturel chez les populations non vaccinées. Donc on a d'un côté la possibilité de ne pas avoir d'infection à rotavirus, de gastroentérite et d'être hospitalisé, mais de l'autre côté un surrisque d'invagination intestinale. Donc moi j'ai expliqué bénéfices et risques, de montrer que peut-être qu'en population générale ça pouvait se discuter, mais qu'il y avait là pour le coup une cible, qui étaient les enfants de milieux précaires, qui vont être moins bien surveillés, moins bien réhydratés, et chez qui il y a peut-être une indication, de même que les enfants qui vont souvent en zone d'endémie, par exemple au Maghreb l'été, où il y a plus de rotavirus et où il y a moins de possibilités de les réhydrater s'ils font la gastroentérite. Dans les pays, dans nos pays voisins, comparable au nôtre, quelle est l'attitude? Eh bien justement, dans de nombreux pays développés, la vaccination a été mise en place et on a montré une efficacité, une diminution des hospitalisations et des consultations pour rotavirus. C'est ce qui a poussé à la recommandation en France. Et ça, c'est une recommandation évidemment de la Haute Autorité de Santé? Absolument. D'accord. Vous vous êtes intéressé, vous, Henri Partouche, au Covid long. Oui. Alors est-ce que le médecin généraliste voit beaucoup de Covid long? Voilà, je m'adressais justement à un public de médecins généralistes qui, dans leur pratique, voient peu de patients Covid long. Or, les données épidémiologiques récentes que j'ai présentées montrent que 10% environ des patients ayant eu un Covid vont faire un Covid long, selon une définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, des symptômes qui durent plus de 2 mois et qui sont apparus dans les 3 mois qui suivent l'épisode initial. Il y a une série de symptômes comme des céphalées, une grande fatigue, des douleurs thoraciques, une gêne respiratoire, des palpitations, une symptomatologie polymorphe qui concerne des patients qui consultent principalement dans des plateformes dédiées au Covid long et que voient peu les médecins généralistes. Donc j'ai alerté mes collègues sur cette symptomatologie et j'ai envisagé avec eux les hypothèses que la recherche ouvre actuellement, qui sont des hypothèses multiples, à la fois persistance virale, à la fois immunitaire, à la fois neurologique, mais aussi une hypothèse psychodynamique autour de la notion de troubles somatiques fonctionnels persistants, qui ne sont pas des troubles psychosomatiques, comme on pourrait le dire, mais des troubles réels sur des problèmes somatiques, mais vécus difficilement par les patients. Oui, oui. Il n'y a pas de doute en réalité que, même s'il y a des cas peut-être psychosomatiques, il n'y a pas de doute que vous admettez en tant que médecin que les Covid longs existent. Tout à fait, puisque la question initiale de la présentation, c'est est-ce que le Covid long existe? Alors la réponse est oui, en tant que situation qui entrave un nombre élevé de patients avec une consommation élevée de soins, des parcours souvent incohérents et un impact majeur tant au niveau personnel, familial que socio-professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quel est alors j'ai eu très peu de temps pour parler de la conduite à tenir recommandée par la HAS, mais c'est la conduite que tout médecin doit avoir, c'est une approche globale du patient. Avec une écoute autour de l'épisode initial d'abord, des symptômes, bien sûr faire le diagnostic différentiel puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui pourraient donner les mêmes symptômes et puis un suivi pluriprofessionnel dans un réseau coordonné de soins. Alors ça s'inscrit dans une approche en médecine générale, mais il faut savoir aussi que d'autres maladies, d'autres pathogènes ont donné des symptômes prolongés et donc j'ai un peu ouvert les perspectives concernant et si le Covid long était une symptomatologie spécifique du SARS-CoV-2 ou plutôt comme ça a été le cas pour le virus
EBV, par exemple, qui donne aussi des symptômes prolongés ou d'autres Ma virus. dernière question, c'est y a-t-il des profils plus particuliers qui seraient... Alors oui, alors la population est principalement faite de femmes, majoritairement, hein, pour l'épisode de Covid long, et non pas le post-hospitalisation immédiate, et de femmes de moins de 40 ans, en fait. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau télé du CMGF pour retracer ces deux sujets importants d'actualité médicale. Merci à vous.